Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais continuer un petit peu à explorer la version de Conan OGL. J'ai fini le livre de base, les 430 pages du livre de base. Alors c'est de la 3.5. En fait, ce jeu, au niveau des mécaniques et des règles de jeu, on est sur de la 3.5 avec tout un tas de mécaniques qui vont permettre de vraiment d'aller chercher la couleur Sword and Sorcery propre à l'univers de Conan. Et je dois dire qu'il y a des petits twists comme ça, des petites choses qui changent. On est quelque part entre Pathfinder et la 3.5 de D&D, où le côté en fait merveilleux au sens entre guillemets fantasy, high fantasy de ces deux jeux a été downloadé pour quelque chose de plus low fantasy, voire un peu gritty, etc. Donc au niveau des règles, je pense que ce jeu s'adresse quand même à des gens qui aiment les jeux crunchy, les jeux qui vont réclamer un minimum d'implication de la part des personnages, enfin de la part des joueurs pour construire leurs personnages et être en capacité de connaître les mécaniques auxquelles seront soumis les personnages qu'ils interprètent. C'est un jeu également qui colle à l'univers de Conan avec un aspect très orienté vers le combat, puisque si vous avez lu les aventures de Conan, vous savez d'une manière générale d'ailleurs la plupart des ouvrages d'Howard, que ce soit Cull ou Bran McMorn, etc. C'est quand même très ou Solomon Kane. Le combat a quand même une place importante. Ces héros ont une épaisseur, une dimension psychologique, mais ont la fâcheuse tendance pour les uns, l'heureuse tendance pour les autres, de régler beaucoup de choses par la force de l'épée. Ce qui correspond également aussi au canon de l'âge iborien, et c'est un schéma qu'on retrouve chez beaucoup de peuples. Peut-être les Stygiens sont un peu plus sur l'aspect justement sorcellerie, etc. Mais d'une manière générale, dans l'univers de Conan, on règle ces différends et les conflits qu'on rencontre et qu'on traverse, on gère sa destinée par la force de l'épée. Alors, j'en viens au deuxième ouvrage que j'ai donc ajouté à celui-ci, puisque cette petite compilation que j'ai fait imprimer comprend 3 ouvrages. Le deuxième ouvrage est le Player's Guide, et là je dois dire que j'ai eu une très très agréable surprise quand j'ai commencé à le feuilleter. Parce que là où généralement les ouvrages destinés aux players, que ce soit dans D&D, quel que soit le numéro d'ailleurs, ou Pathfinder, ne sont que des classes en plus, des dons en plus, ce genre de choses, qui finalement vont rester sur ce que moi j'appelle le jeu de surface. Là, ça tombe pile poil avec mon intérêt du moment sur tout ce qui va permettre de développer psychologiquement les personnages et donc donner des cacahuètes entre guillemets aux joueurs pour qu'il y ait une réelle épaisseur psychologique qui va pouvoir donner naissance à des scènes de drama, des choses comme ça, de l'interprétation entre guillemets justement hors combat et qui va demeurer intéressante et ajouter toute une dimension aux histoires qu'on va faire naître autour de la table. Eh bien là, pour la première fois, on a un Players qui va dans ce sens. Je m'explique. Ne vous attendez pas à trouver une xème classe de personnages dans ce Players, ni même des dons supplémentaires, des choses comme ça. Non, la grosse partie du Players, c'est-à-dire toute la première partie, va s'intéresser à une chose, c'est justement à permettre aux joueurs d'un peu mieux comprendre comment fonctionne d'un point de vue psychologique et comment est construit leur personnage. Et alors ça, moi je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant, voire de primordial. Je m'explique. J'ai constaté là sur la campagne que je viens de lancer sur The Morroth, malgré un réel plaisir de la part de toute la table à découvrir cet univers, qui avait quand même des grosses difficultés pour les joueurs de parvenir à donner
une couleur et une dimension psychologique à leur personnage. Alors, c'est lié aussi au fait que nous sommes au début de la campagne, mais je pense que il leur manque peut-être, certainement, des outils, notamment des outils pour avoir un peu plus de repères culturels, puisque dans le monde de Zomorot, un peu à l'instar du monde de Conan, ce qui va faire la différence, ou même du nouveau RuneQuest d'ailleurs, c'est justement cette capacité à interpréter à travers son personnage une culture, avec ses us et coutumes, ses rituels, ses philosophies, ses doctrines principales, etc., etc. Et ça, je me rends compte que, surtout dans un jeu crunchy où les joueurs sont essentiellement accaparés par la maîtrise des mécaniques très crunch, eh ben c'est un peu compliqué, me semble-t-il, qu'ils parviennent à dépasser ce stade pour vraiment aller vers une personnification et un côté très humain en fait de leur personnage, vraiment lui donner une vie propre. On a quand même les fameux backgrounds, etc. Mais ça reste, je trouve, de ce que je constate, en tout cas pour les joueurs à ma table, ça reste une difficulté qu'ils semblent rencontrer. Alors, on nous précise dès le début de ce chapitre qu'en fait, tout ce qui a été fait dans ce chapitre s'est inspiré des récentes études, de psychologie, en fait, sur la connaissance des groupes, etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi qu'ils aient pris le parti de fonder leur proposition, non pas arbitrairement, mais sur quelque chose quand même qui est tiré des récentes études. Voilà, ils disent clairement qu'en fait, pour définir les types de personnalités qui seront interprétées, c'est pas des choses arbitraires ou tirées au hasard, comme le simple adjectif aloof ou flighty, mais c'est des choses basées sur la psychologie moderne, les recherches de psychologie moderne en matière de personnalité, et sur l'interaction et l'interdépendance de toutes ces typologies psychologiques. Donc là, on est, vous voyez, vraiment quand même sur quelque chose qui, moi, me parle beaucoup et qui, à mon avis, répond pleinement à cette volonté qu'on est plusieurs à avoir, hein, de dépasser le simple cadre du jeu de surface pour aller vers quelque chose qui va renforcer la verisimilitude et puis surtout qui va upgrader, dès lors que tout le monde à la table a envie d'aller dans ce sens-là, l'expérience de jeu pour en faire quelque chose de vraiment plus épais et plus intéressant. Alors, le premier chapitre, qui s'intitule Background and Personalities, donc les historiques et les personnalités, va commencer par s'intéresser à ce que les personnages laissent transparaître, ne serait-ce que par leur simple façon de se vêtir. Ainsi, on va avoir des personnages pour qui les atours extérieurs ont une importance par rapport à leur psychologie et à ce qu'ils veulent dénoter et faire connaître d'eux, d'autres qui sont beaucoup plus introvertis, etc. C'est déjà une première analyse assez intéressante, où on a un peu trop souvent peut-être le tort de vouloir poser que en jeu de rôle, donc essentiellement conversationnel, même si on peut échanger quelques images lorsqu'on joue en virtuel ou même autour d'une table, beaucoup de joueurs pensent qu'il suffit qu'ils livrent une description de leur personnage pour lui faire prendre vie. Alors je pense que c'est un élément nécessaire qui va justement amener beaucoup de couleurs, mais qui n'est pas suffisant si on veut vraiment à un moment upgrader la verisimilitude pour vraiment avoir le sentiment d'interpréter des véritables êtres et non pas juste des espèces d'enveloppes régies par des mécaniques. Alors pour entrer dans cette dimension supplémentaire, on va ensuite s'attacher à vraiment ce qu'on appelle la personnalité du personnage, et pour cela on va commencer par se focaliser sur les trois caractéristiques entre guillemets mentales qui sont le mix en fait intelligence, sagesse et charisme. Par rapport à ces trois caractéristiques, on va les comparer entre elles et selon
l'ordre en fait de ces caractéristiques, c'est-à-dire si vous êtes plutôt meilleur en charisme, puis derrière vous avez votre sagesse, puis votre intelligence, etc. Ça va donner lieu à diverses personnalités. Alors, vous avez, par exemple, vous regardez la caractéristique la plus haute, si c'est le charisme, vous êtes soit charismatique, soit dominateur. Alors, ce sont les mêmes deux médailles d'une même pièce, en fait. Donc, c'est basé sur le charisme. Là où le charismatique va plutôt faire les choses, entre guillemets, par la séduction et la douceur, voire utiliser ses capacités d'orateur. Le dominateur, lui, fera passer les choses d'une toute autre façon. Vous vous en doutez, il utilisera bien plus l'intimidation que la diplomatie, par exemple, etc. Donc on voit déjà que ça va permettre au joueur d'avoir une ligne directrice dans son interprétation et aussi dans la façon de jouer son personnage. S'il doit par exemple recueillir des informations auprès d'un PNJ, le dominateur, s'il est bien interprété, ne s'y prendra pas de la même façon que le charismatique. Très important, parce que trop souvent je trouve dans les scènes d'interrogatoire qui paraissent facile sur le papier, très souvent c'est très difficile de parvenir à bien mettre en scène et d'avoir une belle scène d'interrogatoire. On tombe vite dans le côté soit presque burlesque de la torture à outrance, ce genre de choses, où il y a une espèce d'escalade un peu comme si les joueurs prenaient plaisir à franchir les interdits, surtout quand vous êtes dans un jeu gritty et qu'ils se rendent compte que oui, ils peuvent torturer, etc., puisque ça fait partie des choses autorisées par le contrat social de départ de la table. On a du mal à faire quelque chose de vraisemblable, c'est-à-dire que un PNJ inamical est souvent très vite perçu par les joueurs comme un PNJ où on va chercher à le dépouiller des informations qu'il contient et derrière on n'aura vraisemblablement aucun scrupule pour s'en débarrasser. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé dans la 4e séance du préquel où je me suis retrouvé à avoir deux personnages qui interrogeaient un simple serviteur dans le cadre d'une vie dans une cité qui est quand même plus ou moins civilisée, en tout cas civilisée pour l'époque et l'univers dans lequel elle se trouve, et qui finalement ont choisi, une fois qu'il leur avait révélé ce qu'il avait à révéler, de lui trancher la tête pour s'en débarrasser de manière à ce que le personnage ne puisse pas les dénoncer ou quoi que ce soit. Alors j'avoue que, bon, libre aux joueurs bien sûr de se comporter ainsi, j'avoue qu'en termes de vérisimilitude, pour moi c'est encore un curseur qui me permet de me rendre compte qu'on est un petit peu quand même passé à côté du propos, et que même dans un jeu gritty, etc., lorsqu'on est dans une société, une cité civilisée, justement elle est civilisée, donc les gens ne règlent pas le moindre conflit à coups d'épée en faisant rouler des têtes par terre. Sinon, je vois pas trop à quoi pourrait renvoyer le terme civilisé, si ce n'est quand même un certain nombre de contrats ou de dogmes civilisationnels qui sont des basiques admises par l'ensemble des peuples. Si je prends notre société à nous, voilà, l'inceste est plutôt interdit, etc., etc. On a tout un tas de choses qui sont posées et qui quand même sont fondateurs de la chape de notre civilisation. Donc là, avec ça, on va y arriver. Alors, le personnage peut aussi être plutôt logical, ce qu'ils appellent les personnages plutôt, moi je dirais, réfléchis, logique. Le terme est juste là pour essayer d'être précis, de préciser un petit peu ce qu'on entend. En fait, vous vous en doutez, c'est les personnages dont, parmi les trois caractéristiques, sagesse, charisme, intelligence, ont une intelligence au-dessus du reste. Et puis, ce qu'ils appellent les sympathetic, qu'on pourrait traduire par peut-être compatissant. En tout cas, c'est le premier mot qui me vient en tête comme ça. Peut-être c'est pas le bon terme, il y a certainement quelque chose de plus précis. C'est des personnages qui sont plutôt pas bon enfant, mais vont plutôt essayer de rester derrière les choses, vont être moins dans l'action, plus réfléchis. Ils vont travailler, voilà, utiliser leur connaissance et leur sagesse pour faire en sorte que ce qu'ils ont à faire soit fait,
sans pour autant s'y coller de manière trop frontale, et surtout en se salissant les mains et en faisant un certain nombre de choses qui sont pas toujours très souhaitables. Et puis, une fois que vous avez déterminé donc cette première catégorie, vous allez ensuite comparer les caractéristiques entre elles. Et dans d'autres tables, alors par exemple, pour le charismatique, le premier sous-genre issu de la première table, vous allez ensuite regarder, vous allez avoir quatre types de charismatiques différents. Et là, on va regarder l'ordre des caractéristiques. Donc évidemment, c'est au-dessus le charisme. Ensuite, vous avez donc la première sous-catégorie, ce qu'ils appellent le counselor, qui lui va être donc high charisma, middle wisdom et low intelligence. C'est-à-dire que ces trois caractéristiques seront dans leur ordre d'apparition, charisme, sagesse, intelligence. Ceci dit, quelle que soit la valeur qu'ils aient. S'ils ont par exemple 12 en charisme, 10 en sagesse et 8 en intelligence, ça marchera de la même façon que s'ils avaient 18, 15 et 13. Hein, voilà. Après, c'est juste qu'en termes de performance, ils le seront certainement un peu moins, puisque chacun de ces genres va aussi se traduire par un petit bonus. Encore une fois, ce bonus, bon, il est à prendre. À mon avis, il amène certainement quelque chose dans le gameplay. Mais ce qui est surtout important, moi je me suis rendu compte à la lecture, c'est que vraiment, quand vous suivez pas à pas le processus, ça vous aguerrit, ça vous donne tout simplement tout un tas de concepts qui font que petit à petit, dans votre tête, vous commencez à mieux comprendre la psychologie et la personnalité vraiment profonde du personnage que vous allez interpréter. Donc là, vous en avez 4, donc counselor, évaluateur, facilitateur, persuader. Ensuite, vous avez une deuxième table, celle qui va correspondre au dominateur. Et là, vous allez avoir le compétiteur, le contrôleur, l'innovateur, masterful. Puis vous avez la sous-table des logical, donc hein, c'est plutôt les gens réfléchissent sur l'intelligence avec l'intelligence. Là, vous n'avez que 3 sous-types, l'analyste, le consultant et l'obsessionnel, celui qui a le moins de charisme. Et enfin, vous avez sur la table des compatissants, vous allez retrouver 4 catégories, expert, investigateur, médiateur et relentless. Alors, si on rentre après dans le détail, pour chacune des catégories, vous allez avoir un petit paragraphe de description. C'est vraiment lui qui est riche d'enseignements, je pense, et qu'il faut que le joueur ait en tête. Et puis après, vous avez des petits bonus optionnels. Par exemple, là, je suis devant l'investigateur. En option, il va avoir un bonus de +1 pour la compétence Gather Informations, qui correspond, alors dans Pathfinder, pour récolter des informations, etc., on utilise très souvent la diplomatie. Dans Conan OGL, on a cette compétence qui s'appelle Gather Information, qui consiste à, par exemple, faire un tour dans une ville, aller chercher dans les tavernes ou dans les temples, interroger des gens, donner quelques petites piécettes, passer du temps, etc., pour trouver des informations qui vont permettre d'élaborer un plan pour mener à bien la suite du scénario. Il a un spot, il a +1 en spot, donc spot c'est ce qui permet de remarquer des choses, de trouver des choses, et de remarquer des personnes le plus souvent d'ailleurs, et il aura -2 en diplomatie. Alors c'est justement encore une fois le fait que ça va dissuader un peu, ça va niveler mécaniquement, et puis ça aura tendance bien sûr à dissuader mécaniquement le joueur, et donc à orienter un peu plus facilement la façon dont le personnage va être joué. Donc très intéressant. Moi je trouve que, à mon avis, ça va dans le bon sens, dans ce que moi je souhaite amener à la table, c'est-à-dire vraiment, même dans un jeu crunchy où les combats sont importants, aller vers quelque chose qui va amener du jeu profond. Ensuite, la même chose va être fait, et cette fois-ci, on va s'intéresser aux caractéristiques physiques que sont la force, la dextérité et la constitution. Alors là, c'est un petit peu différent. On va simplement regarder quelles sont
quels sont les sous-genres sont simples, il n'y a pas de sous-table. Voilà, vous avez donc on compare une nouvelle fois les 3 caractéristiques entre elles. Vous avez force haute, constitution moyenne et low dexterity. Je vous donne un exemple. The character is muscular and is good at anything requiring strength, but is less than talented when it comes to coordination. The character possibly has so many muscles he cannot put his arm all the way down. Optional, +1 au bonus des compétences qui utilisent la force et des scores de force, défoncer les portes, soulever des charges lourdes, etc. Mais -1 sur toutes les compétences qui utilisent la dextérité. Donc là, voilà, ça vous permet d'orienter votre joueur. Alors c'est encore une fois optionnel, les compétences. Je me suis pas encore penché sur la question. Est-ce qu'il est intéressant de les adjoindre? Est-ce qu'il faut juste que les joueurs aient en tête cette petite graine qui les aidera à jouer dans ce sens-là? À voir. En tout cas, il y a un travail d'équilibre qui a l'air intéressant, puisqu'à chaque fois, quand vous avez un bonus quelque part, vous avez un malus de l'autre côté, de manière à pas trop laisser de failles où pourraient s'engouffrer les mini-maxeurs. On voit bien, là encore, que la logique du jeu, même si elle permet beaucoup de choix, de manière à ce que les joueurs et aussi s'éclatent à builder leur personnage, on replace la couleur et les personnalités et l'épaisseur psychologique du personnage devant, me semble-t-il, le simple build, là où, par exemple, un jeu comme Pathfinder vous invite à faire totalement l'inverse, et où le but va être de créer même des choses insupportables, rien que sur le papier tel que c'est énoncé, parce que vous allez avoir accumulé les meilleurs combos, les meilleurs bonus. Bon, je sais que c'est un intérêt, et encore une fois, je ne juge pas, il y a des joueurs et des tables qui s'éclatent à faire ça. C'est vraiment une option là complètement différente, une façon complètement différente d'envisager ce que vous voulez faire avec votre table. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. C'est juste que certainement par rapport à mon parcours personnel, au fait que j'ai démarré le jeu de rôle vers 16 ans et j'en ai maintenant 52, donc autant ce genre de choses, de mini-maxage, etc. J'étais le premier à acheter les bouquins d'Advanced D&D en anglais pour pouvoir adjoindre des nouvelles règles, des nouveaux trucs qui allaient souvent dans ce sens-là. Autant avec l'âge, avec le temps et l'expérience, maintenant j'ai vraiment envie de faire autre chose avec le jeu de rôle, voilà. Mais ça, je pense qu'on est tous différents dans nos envies et dans ce qu'on souhaite mettre en place dans nos pratiques. Le paragraphe suivant va s'intéresser à la famille. Alors là encore, ils font remarquer, bon là c'est quelque chose peut-être de beaucoup plus usuel, que en fin de compte, quand vous prenez un individu, les 3/4, enfin pas les 3/4, mais disons que il y a de l'inné, mais il y a beaucoup d'acquis, et dans tout l'acquis que le personnage va avoir accumulé pendant sa petite enfance, son enfance et en fait tout son parcours jusqu'à ce qu'il devienne un homme, sa famille, ça va vraiment déterminer beaucoup de choses. C'est pas un hasard non plus, il y a Conan, il y a une classe qui s'appelle le noble. C'est couru d'avance que si vous jouez un archétype de noble, vous allez certainement avoir une famille bien différente du joueur qui va interpréter un archétype de barbare ou de guerrier. Donc là, vous avez un système de table. Alors, comme d'habitude avec les tables, il y a possibilité d'aller piocher au hasard, comme ça, d'aller piocher dans les tables, d'aller choisir, pardon, ou de tirer au hasard. Là encore, il suffit de se mettre d'accord avec les joueurs. Ils ont rajouté éventuellement des tragédies familiales. Et puis aussi, ils s'intéressent au statut familial qui bien souvent est vecteur de motivation. Pour ce que va devenir et la destinée que va entreprendre le personnage. Ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours pour les êtres humains. Et donc, je trouve que c'est très bien pour la vérisimilitude que ce soit un schéma qui soit directement reporté pour les personnages de fiction qu'on interprète dans le jeu de rôle. Ça me fait également beaucoup penser à la dernière mouture de RuneQuest. Où là aussi, alors là ils vont beaucoup plus loin parce que je crois qu'ils vont jusqu'à 2 grands-parents voire arrière-grands-parents, et en fait ils vous invitent à créer une histoire
familiale. Voilà, si ce n'est que je préfère la liberté du Conan OGL, dans la mesure où l'histoire familiale, elle est là, elle est tendue, elle est sous-tendue pour avoir une incidence sur ce que va devenir votre personnage, alors que j'ai l'impression que dans la nouvelle mouture de RuneQuest, une fois que cette histoire familiale est posée, vous jouez essentiellement des scénarios en rapport avec cette histoire familiale et culturelle. Voilà, que vous dire d'autre? Bon, après il y a les agents, les traits, voilà, ça continue, quelques événements de vie, et après, bon, on sort de la première partie, on a quelques variantes pour les sans mêlés. Alors ils prennent l'exemple de la fille ou du fils des enfants de Conan avec la reine Zenobia, et dire bah oui, c'est un exemple, Conan qui est un cimérien, il a un enfant avec la reine de Zénobie, du coup son enfant il n'est pas complètement cimérien et il n'est pas complètement zénobien, donc ça permet encore de rajouter des degrés et de faire une espèce de brassage culturel, etc. Donc pour moi, comme je vous le disais, tout ça, ça va dans le bon sens, entre guillemets, en tout cas le sens que moi j'aime en ce moment. Je suis beaucoup dans cette recherche-là. Voilà, peut-être ça me passera, je ne crois pas, parce que j'ai quand même l'impression que quand on commence à, encore une fois c'est un sentiment tout à fait personnel, mais quand on commence à toucher du doigt ce qu'il est possible, la richesse qu'il est possible de mettre en vie, en action dans un scénario de jeu de rôle, on a du mal après quand même à trouver son compte sur des propositions beaucoup moins riches et beaucoup plus limitées dans ce que ça va proposer. Voilà. Mais encore une fois, il y a aussi des gens qui préfèrent rester sur quelque chose de tout à fait ludique, qui sont capables de faire abstraction de la verisimilitude, en partant d'un principe qui est pas déconnant non plus, hein, de se dire que beaucoup des règles de gameplay, en fait, c'est des abstractions et qu'il faut les prendre comme telles, et que c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'histoire qui va être racontée autour de la table. C'est un autre type de pratique et de jeu. Voilà. Je pense que c'est intéressant que le jeu de rôle conserve à travers tout ce qui sort, tous les nouveaux jeux de rôle, etc., conserve un certain pluralisme. C'est pour ça que je peste un petit peu, bon, de façon tout à fait relative, hein, mais je peste un petit peu de temps en temps à constater un désir que je sens venir de plus en plus dans les sorties de jeux de rôle. Alors encore une fois, c'est peut-être une vue de mon esprit, hein, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a le gros du courant va vers un côté, par exemple le succès de DD5, un côté, il faut maintenant que le jeu de rôle ratisse large, devienne un jeu accessible au plus grand nombre, quitte à rogner un petit peu sur certaines des implications et du temps qu'il faut y allouer pour en faire quelque chose. Alors c'est peut-être lié à mon parcours personnel, encore une fois, vu que moi quand j'ai commencé, j'ai des souvenirs où à l'époque il sortait pas tant de jeux que ça. Même s'il en sortait, hein, quand même, on était quand même beaucoup plus dans une pratique, un nouveau jeu arrivait, on était d'accord avec les amis, puisqu'à l'époque, bon, il y avait, c'était les premiers clubs et tout, mais au départ, même les clubs n'étaient pas là, donc on jouait vraiment avec ses amis, il n'y avait pas de virtuel ni de choses comme ça, et où en fait, quand on se mettait d'accord sur un jeu, c'était sous-entendu qu'on allait être prêt à la table, à y consacrer plusieurs mois, voire plusieurs années, pour vraiment prendre le temps de maîtriser ces jeux. En plus, à l'époque, peut-être aussi, les auteurs, les livres étaient moins clairs, les auteurs avaient moins l'habitude de passer les informations. Il y a des trucs, des fois, au bout de 6 mois sur un jeu, vous découvriez, ah oui, tiens, ça, en fait, ça se joue comme ça.
Nous, je sais que ça nous est arrivé plusieurs fois, ça faisait partie aussi du petit plaisir de jeu. Bref, on consacrait du temps, de l'énergie et de la détermination et de l'implication pour pousser un jeu et pour aller chercher toujours un peu plus loin et améliorer, entre guillemets, en tout cas faire évoluer, parce que l'amélioration c'est très subjectif, sa pratique. J'ai l'impression, c'est vrai dans le jeu de rôle, mais je pense que c'est surtout lié à la période, c'est aussi vrai dans la musique par exemple, que là aujourd'hui on est plus malheureusement dans une espèce de consommation, voilà, dans la frénésie de consommation, où ce qu'il faut c'est essayer tous les nouveaux jeux qui sortent, même si on fait juste un one shot, une partie sans rien comprendre finalement de la proposition, qu'on fait des règles de plus en plus simples de manière à ce qu'on perde pas de temps à devoir expliquer le jeu aux joueurs et surtout à nécessiter de leur part un peu de temps d'attention. On est une société qui, je trouve, rechigne de plus en plus, veut être dans l'immédiateté et rechigne de plus en plus à l'effort. Je sais pas où cela nous mènera. Bon là c'est autre chose, c'est un débat plus philosophique entre guillemets. En tout cas, moi je trouve que ça se ressent énormément dans les jeux de rôle, dans la communauté rôlistique. Voilà, y a pas, voilà, je le constate. Je ne suis ni pour ni contre. Je vois aussi qu'il y a des courants qui commencent à se mettre en place avec des gens qui défendent au contraire l'idée que non, le jeu de rôle ne pourra jamais devenir un loisir de masse. Parce que justement, pour que ça reste du jeu de rôle au sens premier du terme, ça nécessite, c'est chronophage, ça nécessite un investissement en termes d'argent, certes, mais aussi d'énergie, de temps et voilà, d'implication, etc. Donc nous verrons bien toutes ces tendances, parmi toutes ces tendances, celle qui parviendra à s'établir. Pour le coup, c'est bien qu'il y ait plein de tendances différentes parce que ça permet à chacun d'aller un petit peu chercher entre guillemets, sa chapelle, même si j'aime pas trop ce mot-là. Malgré tout, c'est comme ça que ça se passe. Et puis voilà, l'essentiel, c'est qu'il y a un maximum de gens qui puissent pratiquer, même si, de mon point de vue, il y a déjà certaines propositions qui rentrent communément dans le jeu de rôle qui pour moi n'en sont pas. Alors n'en sont pas, non pas dans le sens où ça n'est pas du jeu de rôle, oui quelque part c'est du jeu de rôle, mais pour moi ça met pas en jeu les mêmes choses, ça fait pas appel au même à la même façon, à la même sensibilité, à la même voilà. Et donc pour le coup, moi je n'y trouve pas mon compte quand je pratique ces jeux de rôle là. J'ai tendance à me dire derrière, oui, bon, pourquoi pas. Certainement que ça convient à des gens, mais personnellement ça ne me convient pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, je terminerai en vous citant le site d'un, je sais plus s'il est anglais ou américain. Je me demande s'il est pas, je pense qu'il est américain. C'est CGA, Complex Game Apologist. Donc voilà, donc lui, il est clairement sur ce créneau-là, d'aimer les jeux vraiment crunch. Et lorsqu'il fait des analyses à propos de ces jeux, il arrive toujours souvent quand même à vous faire mettre le doigt sur le fait que le jeu n'est pas, entre guillemets, crunchy et compliqué pour le simple plaisir d'être crunchy et compliqué, même s'il y a des jeux qui rentrent malheureusement dans cette catégorie-là, c'est que souvent le jeu est crunchy et compliqué, mais du coup, il va optimiser soit le caractère ludique, soit l'intensité des histoires qui sont narrées autour de la table, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.